abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'hebdo Oxitude 413. Nous sommes le 19 juin 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies accessibilité cette semaine, eh bien, Pascal et Fabrice sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, Oui. chaudement, mais on Oui. va Le cagnasse. Oui. Bon, en même temps, samedi c'est l'été, hein. On va pas se c'est ça, plaindre. voilà, Oui, on va ouais. nicher Voilà. tout le temps, puis Voilà. on boit de l'eau. Ah bon? C'est la seule, apparemment. Honnêtement, hein, si je buvais autre chose que de l'eau avec tout ce que je bois toute Oui, la moi journée, aussi, c'est vrai que je bois beaucoup d'eau toute la journée, c'est pareil. Enfin, voilà. on rigole, mais heureusement, hein, Là, il est quand même Oui, oui. 21h, alors si j'avais bu mes 2,5 litres de je sais pas quoi. de jaja, Ah, mais ça Oh serait là pas la là, même chose, là. de perniflard. Ah oui, Ouais. avec Enfin. l'eau du puits. Oui, Mais bon. oui. Enfin, voilà, quoi. Bon, sinon, ça roule? Bah oui, Ouais. l'été arrive, les l'été vacances arrive. aussi, Bon. tout va bien. Avant de commencer l'actu, eh bien, je vais procéder au remerciement traditionnel hebdomadaire. Et cette semaine, eh bien, nous remercions Franklin, Muriel et Philippe P. pour leur info ou pour leurs dons. Si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info, eh bien, vous pouvez aller sur le formulaire de contact sur le site ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org. Et de la même façon, si vous voulez nous soutenir par des dons ou autres, eh bien, vous pouvez aller sur oxitude.org/soutenir et là, vous verrez toutes les façons de nous aider. Dons, PayPal, Tipeee, achats sur des sites affiliés comme Amazon ou Domadou. Et puis, on a aussi une liste de, pas de mariage, mais de souhaits. Voilà. Donc, Amazon, hein, ça, c'est, on vous le répète chaque fois, oxitude.org/Amazon. Vous faites vos achats en passant par ce lien, ça vous coûte pareil, et nous, ça nous laisse quelques centimes. Merci tout le monde, encore une fois. Et on va aller attaquer en allant faire un petit tour du côté des applis du web, et ça y est, NVDA, dont on vous a parlé il y a quelques semaines en bêta, est enfin sorti, Pascal. Voilà, donc je vais faire sauf, parce qu'il n'est pas là. Voilà. Je remplace Sof. Bon, bah, on n'a pas tout à fait la même voix, mais écoutez, je laisse travailler votre imagination. Donc, c'est la version 2025.1 d'NVDA qui est sortie, qui est téléchargeable, évidemment. Alors, je vais faire un petit tour rapide des nouveautés. Donc déjà, l'outil qui s'appelait accès à distance, enfin, il y a eu plusieurs noms parce qu'il y avait plusieurs extensions qui le faisaient. Donc c'est cet outil qui s'appelle maintenant NVDA Remote, il s'appelait déjà aussi comme ça, est inclus directement à NVDA, ce qui veut dire qu'on peut prendre la main sur un ordinateur distant. Et ça permet, entre autres, quand on veut faire une intervention pour aider quelqu'un ou pour dépanner, installer. Donc c'est un outil qui est maintenant intégré à NVDA. Il faut qu'il y ait NVDA de remote. Oui, NVDA des deux côtés, C'est ça. avec le même outil d'activer. Et donc, on peut soit prendre la main, soit après, il y a d'autres choses, même on peut accéder à son PC de loin. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est maintenant intégré dans NVDA. Alors, au niveau des synthèses vocales, on nous annonce une meilleure réactivité avec les SAPI 4, les SAPI 5 et les synthèses OneCore, donc les synthèses de Windows. Alors, le changement automatique de langue et l'accélération, ce qu'ils appellent la vitesse accélérée, est maintenant opérationnel avec SAPI 5. Avec SAPI 4, on a l'atténuation de l'audio. On peut ajuster les silences de début de phrase si on trouve que la pause est trop longue ou éventuellement trop courte. Et il y a un maintien de la synthèse vocale active pendant le fonctionnement d'NVDA. Alors, j'ai pas eu le temps de demander à Sof si ça sous-entend qu'on peut se passer d'une extension qui existe avant, qui permettait, entre autres, pour les personnes qui avaient des appareils auditifs, mais peut-être aussi pour ceux qui utilisaient des simples casques Bluetooth, de maintenir le casque ou l'appareil en éveil, même si la synthèse se taisait, Ah oui, pour éviter que ça fasse une coupure pour l'économie d'énergie. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, bon, comme c'est tout récent, je pense que j'interrogerai Sof et puis il nous dira tout ça, mais voilà. Sinon, les mises à jour le module de mise à jour des extensions a été amélioré, donc on peut choisir le canal que l'on souhaite pour télécharger les extensions, si reste qu'on les veut en version stable ou en version en cours de développement.
Et puis ensuite, on peut également faire les mises à jour des extensions en arrière-plan. Après, on a de nouvelles commandes pour l'OCR. On a des améliorations dans Office et dans LibreOffice. Et puis pour le braille, bien des tables braille par défaut qui vont être basées sur la langue d'NVDA. Il supporte maintenant la plage braille Dotpad qui est multiligne. Alors on en avait déjà parlé de cette plage. Oui. Je suis pas convaincue qu'il y ait beaucoup de nos auditeurs qui l'utilisent, mais pourquoi pas. En tout cas, maintenant ça fonctionne. C'est compatible avec NVDA. Il y a eu des bugs de corriger, évidemment, comme d'habitude. Des nouvelles tables braille, dont le portugais informatique 6 points, mais pas que. Et puis, alors dans les changements, on n'a plus la magnifique musique qu'on avait lors de l'installation d'NVDA. Moi, je vous avoue que ça m'a perturbée depuis des années que j'entendais cette musique. Mais sincèrement, je clique sur le truc pour que ça se lance, puis j'entends pas la. Moi, c'est une belle musique avec des belles basses et tout. Et je me suis dit, ça y est, ça n'a pas marché. Bah si, ça marche, mais il n'y a plus de musique. Oh, c'est Oui, dommage. Et évidemment, bah oui, et évidemment, la compatibilité avec les extensions précédentes est cassée, hein, elle est rompue le temps qu'il y ait des mises à jour. Mais bon, il y en a qui arrivent. Hein. Tous les jours, moi, je vois des mises à jour arriver. Ouais, mais Voilà. c'est quand même dommage, ça, cette politique-là. Bah, oui, mais je pense que c'est pour forcer aussi les développeurs d'extensions à se remettre à jour. Mais bon, voilà. Bah, le truc aussi, c'est que plutôt que vraiment de rester collé à la toute dernière version de Python en permanence, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Fabrice, hein, mais il pourrait prendre un peu de, tu vois, enfin, je sais pas, plutôt qu'à Peut-être chaque, différer un petit peu, ouais. plutôt que de faire une mise à jour de Python À la brute, quoi. Enfin, une fois par ça part an. de mon principe, c'est qu'effectivement, ils suivent les mises à jour, ça c'est très bien. Oui, mais au lieu de le faire une fois par Il y a an, plein de gens qui ont fait du code. Donc, bah, c'est ça, mais au lieu de le faire une fois par an, tu le fais une fois tous les 2 ans, ce truc-là. Oui. Tu vois ce Alors que je veux dire? après, quand même, parce qu'il y a un moment où, enfin, pour certaines extensions, on peut quand même continuer de les utiliser. D'ailleurs, on nous pose la question, voulez-vous continuer d'utiliser l'extension? Et si on répond oui, la plupart du temps, ça fonctionne. Hein. Parce qu'après, il y a, voilà, tout n'est pas. Ah non, tout n'est pas cassé, mais il peut, Voilà. Oui. la probabilité Mais t'as un risque. existe. Voilà. Ouais. Et puis, comme à chaque fois, on vous recommande de faire cette mise à jour. Et surtout, une fois que vous l'avez faite, faites bien un redémarrage de la machine. Donc, on va bien dans le menu d'arrêt et on choisit bien l'option redémarrer pour que tout soit mis à plat, que tous les fichiers soient bien mis à jour et qu'on reparte sur quelque chose de tout propre et tout neuf. Voilà. Parfait. Tu l'as faite et t'en es contente? Oui, j'en Ouais. suis contente. Enfin, j'ai pas vraiment remarqué grand-chose de différent. Peut-être Bon, l'OCR, hein, apparemment, puisque... oui, voilà, Ouais. mais je l'ai faite hier matin ou avant-hier, donc je n'ai pas encore eu le temps de trop jouer avec. Mais bon, ça marche bien. Moi, j'utilise quasi plus de JAWS. Aujourd'hui, Ouais. j'ai un JAWS parce qu'il y a quelques cas où NVDA ne fonctionne pas. Entre autres, quand je veux utiliser OpenBook, le braille avec NVDA, ça ne suit pas. En tout cas, je ne sais pas le faire. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça où je relance JAWS ou parfois, quand il y a un plantage, enfin, ou pas un plantage, mais un dysfonctionnement sur un site, je vais voir si avec JAWS ça marche mieux. Bon, bah, voilà. Ouais. Mais Tu utilises quoi comme voix, du coup? je l'ai remis IBM TTS, donc Eloquence. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, pendant un moment, j'utilisais les voix de Windows. J'avais Paul, j'aimais bien Paul, mais ça va quand même plus vite avec Eloquence. Ouais. Puis comme en plus, la plupart du temps, je coupe la voix. Oui, tu travailles beaucoup en braille, toi. Je travaille beaucoup en braille, Ouais, donc ouais. voilà. Bon. Ça me rajeunit d'écouter d'avoir une vieille voix comme ça. Ça me rappelle mon enfance. Mais tu devrais mettre, comment ça s'appelle Oh, je sais pas, Sonolect. Sonolect, Demande Sonolect, carrément. Oui, c'est ça. Bon, Fabrice, on va rester sous Windows, mais là, on va parler de copilote, d'intelligence C'est ça. artificielle. Il y avait longtemps. C'est ça. Mais alors là, c'est Copilot Vision. Alors, Copilot Vision, alors ça s'active à la demande sur Windows 10, Windows 11, uniquement aux États-Unis pour le moment. Et ça vous permet en fait d'avoir l'IA qui vient vraiment s'intégrer sur votre fenêtre active. Donc, du coup, d'autant plus pour nous, on peut imaginer des fois d'être sur une interface où il faut faire 3 fois tabulation, mais le lecteur d'écran n'est pas accessible. Et bien là, en fait, l'IA de Microsoft va pouvoir vous guider et vous donner des suggestions par rapport à la fenêtre courante. Ça a l'air quand même assez prometteur. Il faut d'avoir dans la pratique, c'est vraiment fiable. Voilà. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Bon, alors, apparemment, c'est pas demain qu'on va le voir en Europe parce que tous les sujets de RGPD de compagnie, voilà,
qui est l'Europe qui festille, qu'elle nous protège alors qu'il n'en est rien, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Et surtout qu'en plus, ça peut s'activer à la demande. Donc bon, je veux dire, laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans l'absolu. Ah non, C'est ah non, certainement pas. Mais voilà. Donc bref, donc on ne l'aura pas encore, mais je pense que dans notre usage à nous, ça peut être intéressant ce genre de fonction. Oui, de toute façon, dès qu'il y a de l'IA qui travaille sur les interfaces, c'est toujours bon pour nous. Hein. Ah ben carrément. Ouais, donc Carrément. ouais. Donc bon, on verra si ça a fini par arriver, mais en tout cas, ça a l'air prometteur. Enfin, vous pourrez aller lire l'article, c'est quand même assez détaillé. Il y a une petite vidéo de démo qui est en anglais, hein. Mais voilà, ça permet de de se faire une idée vite fait, quoi. Voilà. Ouais. Bon, nous on va parler maintenant des systèmes Apple, en particulier iOS 26 qui devrait sortir en septembre. Et on a vu passer, depuis la keynote, il y a des trucs qu'Apple n'a pas annoncé qui sortent petit à petit. Et en particulier, un truc qui risque d'intéresser pas mal de monde. C'est, alors c'est pas encore parfait, mais c'est une amélioration sur la gestion des sonneries sur l'iPhone. Intéressant. Aujourd'hui, si vous voulez ajouter une sonnerie personnalisée sur l'iPhone, soit vous allez l'acheter sur la boutique Apple, sur la iTunes Store. Voilà, et Apple gagne beaucoup d'argent avec ça, l'air de rien. Ou alors, vous prenez un fichier audio, vous le coupez, machin, et vous vous débrouillez pour le mettre fichier M4R et le mettre dans votre iPhone en passant par la synchronisation. Alors, iTunes pour ceux qui sont sous Windows, et puis via le Finder synchronisé sur l'iPhone pour ceux qui sont sur Mac. Ça reste assez pénible. Oui. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous prenez un fichier audio de 30 secondes, vous le mettez dans votre iCloud Drive, par exemple. Vous allez sur votre iPhone. Alors iCloud Drive, on peut y accéder depuis le Mac par commande Maj I. Ou alors, depuis Windows, il y a les outils pour accéder à son iCloud Drive. Et donc, là, on colle dans son Drive, dans son Cloud Apple, on colle là où les sonneries que l'on souhaite intégrer. On va sur l'iPhone, on va dans l'application fichier, on va sur iCloud Drive, on se met sur la sonnerie. Et là, avec le rotor, transformé en sonnerie. Et hop, ça l'envoie dans les sonneries. Et vous allez pouvoir la retrouver dans les réglages de l'iPhone, son et vibration, sonnerie de l'iPhone, et là vous allez la retrouver, pouvoir la sélectionner. Et donc vous pourrez mettre 23 sonneries si vous voulez, pour attribuer une sonnerie, telle sonnerie à telle personne, voilà, ou alors une seule sonnerie pour tout le monde. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Ils ont foutu 17 ans à faire cette fonctionnalité. Oui, alors, ça gueule un peu, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, on aurait quand même aimé pouvoir utiliser... des sonneries d'Apple Music, ouais, mais c'est pas les mêmes droits, les gars. Et oui. Le streaming ou les, ouais, enfin voilà, mais bon. Dans l'article là, ils disent ouais, c'est quand même encore limité. Oui, c'est limité, mais par rapport à ce que c'était, c'est. Non, c'est déjà très bien là. Ça faisait pas envie. Hein. Ouais. Quand on voit que sur Android, il suffit de copier le fichier dans le dossier Ringtones ou je sais plus où. Là, c'est ça. Et alors, sur l'iPhone, tu pouvais le faire avec GarageBand, mais alors... Oui, c'est ce que j'ai fait, moi. J'avais fait ça, mais bon, tu le fais une fois. Ouais. Pour une sonnerie. Tu vas pas t'amuser. Ça, il faut être motivé. Il faut avoir envie. Oui, il faut avoir le temps, il faut avoir envie. Bon, voilà. Et puis, il faut péter son compte formation personnelle pour se former à le faire aussi. Hein. Oui, mais c'est bien. Le problème, c'est que comme on le fait pas souvent, on oublie, donc il faut recommencer. Oui. Moi, maintenant qu'il y a besoin de le faire, c'est Oxitude. Hein. Il y a une petite arme. On avait fait un petit billet, je crois. Tu avais fait un petit billet pour la procédure. Ah oui. Alors, je crois que c'est sur Mac uniquement. Oui, c'est sur Mac. Mais je crois que ça vaut le coup d'acheter un Mac rien que pour ça. Oui, pas plus maintenant. Parce que la procédure c'est quand même bien foutu sur Mac quand même. Oui. Même si c'est pas confortable, c'est bien foutu. Ça marche en tout cas. Sur Windows, la dernière fois que j'ai fait ça. Ouais, moi je crois que j'étais passé par GarageBand sur mon iPhone. Voilà, alors que là, tu mettras directement dans ton cloud le ou les fichiers que tu veux, et puis après dans l'application fichier sur l'iPhone. Oui, oui. En avant, quoi. C'est tout. Ah non, c'est bien. Voilà. Oui, ou même si on a une clé là ou un truc comme ça, c'est facile. Quoi. Oui, ou même sur une clé USB, puisque tu peux y accéder depuis l'application fichier. Donc, par contre, fichier de 30 secondes, hein, inférieur ou égal à... ça d'accord. Inférieur ou égal à 30 secondes, donc là, il faut quand même jouer avec un outil pour faire de la découpe audio quand même. Ouais, je pensais qu'il nous aurait permis de le découper quand même, mais bon. Non, voilà. On fera partie d'iOS 38. À peu près.
Bon, ça va, c'est bien, c'est qu'on passe de la 18 à la 26. C'est ça. Donc, ça va aller plus vite maintenant. Braille Access, la fonction bloc-notes virtuelle que l'on va pouvoir utiliser sur iOS 26 toujours. Je rappelle vite fait ce que c'est qu'on connecte une plage braille physique en Bluetooth ou en USB à son iPhone. Et puis, avec le raccourci .7.8 espace, on entre dans un mode sur l'iPhone qui fait comme si on était entré dans le bloc-notes interne de la plage braille. Sauf qu'en fait, c'est un bloc-notes iPhone, Apple. Et donc, ça permet, pour des gens qui n'ont qu'une plage braille et qui n'a pas de bloc-notes, d'avoir un bloc-notes braille avec des notes en braille, des fichiers BRF, une calculatrice qui utilise le protocole, la symbologie braille, je me souviens plus son nom, américaine. Voilà. Bon, et Cédric a constaté que c'était aussi disponible sur macOS 26. Donc, eh bien, on pourra avoir le même outil sur iPhone, sur Mac, sur iPad aussi, le Braille Access, donc un bloc-notes Braille virtuel dans sa plage Braille qui n'en est pas dotée, ou dans une plage Braille qui a des vieux trucs qui marchent, qui sont plus mis à jour et qui rament ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose que ce soit disponible sur toutes les plateformes qui gèrent le Braille. Je suis pas sûr que sur l'Apple TV ce soit disponible, c'est pas non plus le but, c'est pas un outil de productivité l'Apple TV, donc je suis pas sûr que ce soit là, mais c'est plutôt intéressant. Pascal, je sais pas si toi qui es brailliste, tu penses quoi de cet outil? Eh ben, aujourd'hui, j'utilise évidemment le braille beaucoup avec mon iPhone. J'aimerais moins mon iPhone si je travaillais pas en braille, mais il y a quand même des problèmes de fluidité au niveau de la lecture. Donc je sais pas. Non, si mais là c'est pas le. Oui, non, mais qu'il y ait un bloc-notes braille interne, ça va encore dépendre effectivement quand même de la fluidité. Est-ce qu'on va pouvoir lire vraiment à grande vitesse? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas toujours. Tu veux dire avec une plage braille physique connectée? Oui, avec une plage braille physique connectée. D'accord. Moi, aujourd'hui, quand on me dit oui, mais puisque tu as ton iPhone, tu pourrais abandonner, n'avoir qu'une plage braille, on va dire simple, sans bloc-notes. Aujourd'hui, j'ai pas la fluidité de lecture sur mon iPhone que j'ai dans mon bloc-notes, clairement pas. Parfois, on veut reculer de 20 caractères, ça recule au début du paragraphe. Bon, la lecture, par exemple, que ce soit dans Kindle ou même dans l'application Livre, elle n'est pas fluide, elle n'est pas. Oui, est-ce que vraiment c'est un problème propre au braille? Est-ce que c'est pas lié à un problème de focus de VoiceOver qu'on rencontre dans je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est possible. Regardez sur WhatsApp, c'est un enfer. Dès que vous arrivez avec un peu de retard sur une liste de messages, mais c'est un enfer, ça saute dans tous les sens. Ah bah oui. Non. Alors je sais pas d'où vient le problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand je fais des lectures publiques, je me vois pas me dire je vais faire ma lecture sur mon iPhone, parce qu'avec les trucs qu'on a quand on recule ou que ça réagit pas super vite. Donc il faut espérer qu'Apple optimise ce truc-là et travaille dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais autrement, l'idée, elle est quand même très bonne, parce que ça veut dire que des gens qui auraient une petite plage, quelle que soit la longueur de la plage, mais une plage sans fonction interne, pourraient du coup obtenir un bloc-notes braille. Quelques fonctions. Et puis on peut imaginer que là c'est un premier jet et que dans iOS 27, ils ajouteront peut-être 2 ou 3 modules supplémentaires. On peut imaginer. Imaginer. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Et puis ça peut ouvrir la porte à des idées pour des développeurs, si après il y a des choses possibles. Il faut voir s'il y a s'ils ouvrent. Ils ouvrent. Ouais. En tout cas, non, mais l'idée est bonne. Après, c'est à suivre. Ouais. Écoute, on va rester avec toi, Pascal, mais là, on reste sur l'iPhone et sur smartphone et on va passer plutôt sur YouTube. Oui, puisqu'il paraît qu'il y a des crashs en série sur YouTube. Alors moi, j'ai pas mobile, ça. YouTube mobile. Oui, YouTube mobile, oui, sur Android et sur iOS. Donc, apparemment, depuis 3-4 jours, il y a eu beaucoup de témoignages qui font état de plantage, d'instabilité. Enfin bon, il y avait un souci. Donc, YouTube, ils ont réagi, ils ont publié une note pour expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, la première solution, c'était de supprimer l'application, de redémarrer le smartphone, de réinstaller l'application et de repartir. Donc, c'est un petit peu lourd et puis ça prend un peu de temps. Par contre, donc, on nous explique que sous Android, en fait, maintenant, il suffit de télécharger la dernière version depuis le Play Store et il n'y a pas besoin de la supprimer, de la réinstaller.
Et en revanche, sur iOS, il faut simplement supprimer l'application et la retélécharger, mais le redémarrage du téléphone n'est plus nécessaire. Voilà. Donc, Ouais, il y a eu un gros pépin, imaginez- hein. oui, alors t'en as été victime, toi, Philippe? Non, non, Non. non. Non, moi, le seul problème que j'ai, c'est que maintenant, il me faut plus les vidéos récentes. Il faut cliquer sur vidéo Oui, dans l'onglet abonnement. oui, Et il te faut des trucs de 3-4 jours, le compte oui, machin, oui, là. il te met les vidéos recommandées. Ouais. Ah oui. Il met de l'algorithmique dans ton flux d'abonnement. Putain, Mais, c'est pas mais je possible, t'ai quoi. rien Laissez-nous demandé. tranquille, quoi. Alors moi, je leur ai posé la question en passant par l'appli. Je leur ai demandé comment on faisait pour désactiver ce machin. Mhm. Mais ils répondent pas. Non, mais non. Ils pourraient te dire c'est pas Comme les prévu. shorts, c'est insupportable, Non, mais ces shorts. ils te répondent pas. Tu n'es pas client. On te dit le client est roi, mais ils en ont rien à foutre. Tu n'es pas client, tu es usager. Voilà, c'est tout. Et c'est vraiment... Ils sont en quasi-situation de monopole. Hein, Bah oui. hein, à un moment donné, ils ont des comptes à rendre aux utilisateurs clients, quoi. Mais ils en ont rien Surtout à foutre. que, Et moi, ça, ils te l'imposent, Je suis quoi. abonné premium, donc je veux dire, Bah, moi aussi. on paye. Il y en a qui payent pas à la rigueur. Bon. Oui, mais ils se bouffent la pub, donc ils sont Et clients bon, ils aussi. payent avec la pub, donc Et ils sont voilà. clients aussi, hein, je veux dire. Il n'y a personne qui est gratuit sur YouTube, hein. Oui, tout à fait. Sauf c'est ceux qui mettent les bloqueurs de pub, mais ils passent tellement de temps à Oui. bidouiller avec ça que quelque part c'est un travail pour eux. Mais voilà. C'est ça. C'est Mais ça. non, mais je trouve c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Ils te balancent de l'algorithmique dans ton flux d'abonnement, mais je t'ai rien demandé. Dans les paramètres, ok, propose-le-moi. Mais c'est Oui. une proposition. Je coche, je décoche. Si j'en C'est veux ça. pas, tu me le fais pas, quoi. Mm. C'est infernal, quoi. Enfin. Bah tiens, Fabrice. Ça va nous détendre. Voilà. Voilà, je vais vous parler de jeux. C'est Ultrason qui nous fait passer cette info. C'est la plateforme. Je sais pas s'il faut appeler ça une plateforme. Je suis pas du tout connaisseur en jeu. Mais... Si, en fait, c'est Si. un App Store. Hein. C'est un genre de store. Ouais, voilà. Ben, donc c'est Steam. Donc du coup, un référentiel de jeux qui ajoute, notamment suite à la demande d'utilisateurs et à la remontée de développeurs, des filtres pour pouvoir spécifier l'accessibilité des jeux. Donc c'est bien que ce genre de choses puisse être mis en avant. Alors, je ne sais pas si en termes de quantité, ça représente beaucoup, C'est énorme. mais Steam. on retrouve un peu ce même Ouais. comportement sur l'App Store maintenant où on peut signaler Oui. tout un tas de caractéristiques. Donc, écoutez, ma foi, ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite d'être là. Bah, comme Donc, ça, on sait ce qui est accessible pour qui, quel type de handicap ou pas. Mais c'est ça. Steam, c'est la plus grosse plateforme de vente de jeux hors Microsoft et Sony, puisque eux, ils ont leur boutique sur leur console. Mais Steam sur PC, même sur Mac, hein, et sur Linux. Et ils ont aussi c'est la Steam Deck, qui est une console qu'ils ont développée eux, une console portable. Ouais. Et tu installes les jeux qui sont proposés sur cette plateforme. Et énormément de développeurs de jeux, de développeurs indépendants, de petits studios où les mecs sont 3 ou 4, etc., vendent leurs jeux par ce truc-là. Mais il y a aussi de très gros jeux qui sont vendus par oui, tout à Steam. fait. C'est une plateforme énorme pour le jeu vidéo. Hein. C'est l'équivalent de l'Apple Store. Hein. Donc, Et je suis étonné, tu vois, que l'accessibilité soit de plus en plus présente dans les jeux. J'aurais pas cru que les développeurs bon, après, c'est pas tous. Hein. Après, c'est pas tous. Hein. Et pas tous, oui, mais souviens-toi, on avait présenté un jeu là très très connu, un truc de voiture. Oui, Forza. Peut-être. C'était Forza, je crois. Et c'est fou, enfin, je trouve que je suis quand même surpris que l'accessibilité soit de plus en plus présente dans les jeux. Bah, il y a beaucoup d'handicapés dans le monde et de plein de types d'handicap, donc ça reste au-delà de dire on va faire de l'inclusion. Non, c'est surtout on va vendre des jeux à 60 balles à plus de monde. Surtout, Oui. À un moment donné, il faut... Comment on fait tout pour que les handicapés bossent pas, ça leur laisse du temps libre, ils peuvent faire des jeux. Hein. C'est ça. En France. Oui. Dans d'autres pays, voilà, c'est pas la même politique. Hein, voilà. En tout cas, bah, écoutez, c'est bien pour ceux qui aiment les jeux. Steam évolue et le truc, c'est que quand les développeurs ou les studios vont aller voir les fiches des jeux de leurs concurrents, ils vont voir qu'il y a des notes d'accessibilité
Et ils vont se dire, ah non, on n'en a aucune. Peut-être ça serait bien de commencer à s'y mettre. Enfin, oui, Ça va créer une saine émulation, je pense. Ça peut en tout cas. Donc, et puis ça évite aussi d'acheter ou de télécharger des versions démo de jeux qui servent à rien. voilà. Parce que combien de fois ça nous est tous arrivé sur l'App Store de trouver des applis. Ah, ça doit être bien, tu la télécharges, il n'y a rien qui se passe. Oui. Enfin, voilà. Oui. Donc au moins, c'est vrai que si on peut savoir à la base que c'est accessible ou que ça ne l'est pas, bon, bah, ça évite C'est ça. de perdre du temps à tester des trucs qui ne marchent pas, quoi. J'ai vu passer sur Mastodon, par contre, je ne l'ai pas constaté sur ma version, l'application de messagerie chiffrée Signal, qui est un WhatsApp, mais très sécurisé, conseillé par Snowden et compagnie. Hein, donc, vous pouvez y aller si vous voulez avoir des conversations sécurisées type WhatsApp. En gros, c'est un clone de WhatsApp, mais chiffré, sécurisé, etc., open source. Et donc, bon, il avait des lacunes en termes d'accessibilité. En particulier, on n'avait pas, avec VoiceOver, le retour du statut des messages qu'on avait dans une conversation, savoir s'il avait été lu, expédié, etc. Vous savez, comme on a dans WhatsApp. Hein. Ouais. Bon, ben là, alors j'ai vu passer ça sur Mastodon. Il y a un gars qui a retweeté ça. Un post de Signal, du compte officiel. Et qui Ok, dit donc c'est pas un truc qui sort de sous la casquette. non. Mais par contre, moi, je suis allé voir dans Signal. Et ben non, ça me dit j'ai aucun statut. Donc est-ce que ça va être déployé de façon progressive et qui font un peu comme WhatsApp, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Après, est-ce que tu as envoyé de nouveaux messages ou pas? Non. Non, est-ce Peut-être que c'est pas ça le... Bah je sais pas parce que la timeline c'est la timeline qui est mise à jour. Le statut Ouais. lu non lu ou quoi, les voyants ils l'ont par la couleur, Oui, tu sais, tout à par fait. des petits pictogrammes qui ne nous sont pas accessibles. Mais je sais pas. Bah, peut-être que c'est un déploiement progressif par plaque, un peu comme le fait WhatsApp aussi. Hein. Mhm. Les nouveautés sur WhatsApp, on les a pas tous en même Tout à temps, fait. donc Oui, c'est peut-être. vrai. Donc peut-être c'est ça, parce que c'est très utilisé, hein, Signal. Hein, donc d'ailleurs, amusez-vous, hein, installez Signal et vous verrez dans vos contacts, il y a plein de monde qui l'utilise, vous le savez pas. Voilà. Mais voilà, donc une bonne chose, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'en termes d'accessibilité, cette application, ouais, elle était un peu... Elle avait mis un coup de collier il y a quelques années, et puis ça bougeait plus trop. Et là, que ce truc-là arrive, je trouve que c'est bien. Il nous C'est oublie bien, pas. Ouais. Dans le reste de l'actu, Pascal, tu vas nous parler de montres connectées. Absolument. Donc, de montres connectées spécifiquement développées pour les déficients visuels. Donc, c'est développé par une société qui s'appelle Synaptic, que je ne connaissais pas, qui est basée en Angleterre. Et donc, il a Est-ce développé... que les aiguilles tournent à l'envers? Et je ne sais pas. Elle tourne à gauche, peut-être. Je ne sais pas. Dans le sens anti-horaire. Voilà, exactement. Je ne sais pas du tout, mais je ne sais même pas s'il y a des aiguilles. D'ailleurs, à mon avis, non. Non, mais bon. J'imagine même que non. Mais voilà. Et donc, il nous propose deux montres, enfin deux modèles. Un modèle Light et un modèle Plus. Donc, évidemment, la Light c'est un modèle d'entrée de gamme et la Plus est plus évoluée. Donc, ce sont des montres avec une voix de synthèse, enfin des voix de bonne qualité. C'est vrai que j'ai écouté la présentation vidéo là en anglais, la voix était bonne. On peut adapter l'affichage, hein, puisque c'est pour les malvoyants et les aveugles, donc les contrastes, la grosseur de caractère, enfin, comme d'habitude. Les menus sont vocalisés, l'écran tactile a été repensé de façon intuitive. Alors, grande information, c'est que la montre peut vous donner l'heure, donc ça c'est indiqué, au cas où on aurait des doutes. Donc elle nous donne l'heure. On peut donc régler des alarmes, enfin voilà, de chronomètre, tout ça c'est dans le modèle de base. Et puis dans le modèle Plus, donc en plus de toutes ces caractéristiques de la montre du modèle Light, on a tout ce qui est suivi de la santé. Alors c'est les nombres de pas, la distance parcourue, la fréquence cardiaque, les calories qu'on a brûlées, avec un historique sur je ne sais plus combien de jours. Donc ça, on peut avoir accès à tout ça. Par contre, ce qu'on ne sait pas, ou alors ce que j'ai pas trouvé comme info, c'est est-ce que ces données peuvent être exportées vers un autre univers, si par exemple on a besoin de transmettre ça à son cardiologue. Je ne sais pas, ça j'ai pas vu. Après, il y a des outils de communication, donc on peut téléphoner, on peut faire des enregistrements vocaux, des messages,
des rappels, avoir accès à la météo, gérer ses contacts. Et enfin, il y a une fonction appel SOS, donc qui permet d'appeler un proche ou les secours en cas de soucis, de problèmes. Voilà. Alors, ces fonctions de communication nécessitent une carte SIM. Donc, c'est vraiment une carte SIM qui est intégrée à la montre. C'est pas couplé avec un téléphone comme on peut l'avoir avec nos iPhones. Moi, ma watch, elle est couplée à mon iPhone. C'est pas une eSIM, c'est une carte SIM. Non, il parle vraiment d'une carte SIM. D'accord. Voilà. Et alors, sinon, j'ai pas vu, il n'y a pas de distributeur en France. Alors, la société elle-même n'expédie pas hors de l'Angleterre. En revanche, ils ont une liste de distributeurs parmi lesquels donc il y a le RNIB qui est en Angleterre, mais je crois qu'en France, on peut se faire envoyer des choses par le RNIB, Royal National Institute for the Blind, dans le texte. Et il y a également Rhein-Neckar en Allemagne qui est distributeur. Donc, j'imagine que si vraiment on voulait avoir cette montre-là en France, en attendant que des distributeurs français la distribuent ou pas. En tout cas, s'il y a des distributeurs en France qui la distribuent, je leur présente mes plates excuses, mais ils ne sont pas référencés sur le site du fabricant. Ouais. Voilà. Bon. Et donc, ça coûte 149 livres pour le modèle Light et 299 livres pour le modèle Plus. Ouais, J'ai pas fait la conversion. Ça fait quoi? Ça fait 170 balles et 300 et 330, 340. C'est quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Voilà. Bon. Donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est pas aberrant les prix. Non, c'est vrai. C'est pour du matériel adapté, je trouve que c'est pas aberrant. Bah non. Alors après, est-ce qu'ils ont pris des montres chinoises et qu'ils ont juste adapté le logiciel? C'est pas impossible, mais c'est pas grave. Si ça marche bien, on s'en fout. Ça fonctionne, voilà. C'est ça. Parce que concevoir de zéro une montre comme ça. Il faut en vendre quand même, parce que rien que pour le coût de recherche et développement, l'amortissement, il faut en vendre. Hein. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient pris des montres sur étagère et qu'ils aient fait le logiciel, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Oui, alors bon, je vous ai pas tout dit, mais on peut choisir différents bracelets, enfin bon, le truc classique. Hein. Et elle pèse 60 grammes, si ma mémoire est bonne. Je l'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Ça va. Voilà. Bon. C'est bientôt Noël. Ça serait bien qu'il y ait des distributeurs français qui se penchent là-dessus. Je pense qu'à ce prix, ça pourrait intéresser du monde. Hein. Ben oui. Ouais, parce que c'est pas excessif. Pas excessif. Les gens n'ont pas tous besoin de suivre leur santé, tout ça. C'est ça. Vrai, et puis tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une Apple Watch qui est quand même complexe. Il faut un iPhone obligatoirement à côté. Les gens qui ont des smartphones adaptés, s'ils veulent une montre, ils peuvent toujours aller chez Android et chez Samsung ou chez Pixel. Mais là, avec une montre comme ça, je trouve que ça peut être un bon complément. Fabrice, Franklin nous a fait passer pas mal d'infos cette semaine. Et tout à fait. Voilà. Et donc là, il nous a fait passer cette info concernant les lunettes Meta. Dont on parle souvent. Hein. Dont on parle souvent. Voilà, là, c'est les concurrentes des Ray-Ban. C'est en partenariat avec Oakley. Oakley. Qui est un fourni, je pense qu'on appelle ça un opticien, je sais pas qu'on appelle ça. Non, c'est un fabricant de lunettes de soleil. Hein. Voilà, de lunettes de sport. Effectivement, c'est plus fabricant qu'opticien. Oui. Voilà. Et donc, du coup, ils ont sorti une gamme en partenariat, qui est une version un peu plus... Alors, il y a, certes, comme les Ray-Ban, mais il n'y a pas forcément beaucoup plus d'évolution là-dessus. C'est plus sur le côté étanchéité, le côté solidité, le look plus sportif. Et puis, voilà, une interface légèrement différente pour capturer des vidéos. C'est un peu les concurrents des GoPro, voilà, pour ceux qui connaissent peut-être un peu plus ce genre de choses. Et cette version sortirait visiblement du coup vendredi, donc demain. Le jour de la publication de ce podcast. Voilà. Et ça coûterait dans les 360 €. Donc, voilà, c'est à peu près le prix des Ray-Ban. Tout à fait. Alors, en fait, concrètement, c'est le look et le côté solidité qui a été visiblement amélioré. Alors, le côté solidité, pour nous, c'est quand même important. Hein, parce que, tout à fait. Alors, par contre, attention, Oakley, c'est très, 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 très sport, très, très fun. Hein. Tout à fait. Beaucoup des lunettes Oakley, moi j'en ai eu une paire il y a longtemps quand je faisais de la voile. Et il y avait pas mal de gars avec moi ils avaient des Julbo ou des Oakley.
parce que bon, il y avait des verres polarisés qui étaient très très bons pour faire de la voile. Et, c'est des verres enveloppants. Hein. C'est, en gros, ok. moi, le modèle que j'avais, il n'y avait qu'un seul verre qui partait oui. de la tempe droite, qui allait à la tempe gauche et qui faisait des pointes sur les côtés quand même, tu vois. Ah oui. Ah ouais, ok, C'est- d'accord. c'est des lunettes qui te donnent un look vraiment très très sport, quoi. Hein. Ouais. Tu mets pas ça avec un costard et une cravate, hein. Ouais, ok. C'est anachronique, tu vois. Ouais. Donc voilà, il faut savoir que, par exemple, François de l'équipe, quand il va faire ses compétitions de kayak, voilà, c'est adapté, tu vois. Mhm. Ouais. Voilà, mais Jacques qui va aller, je sais pas, dans une cabine d'interprète à l'ONU en costard cravate, non, pas du tout, faut pas, Pas avec ça, oui. pas non, avec c'est- ça. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction des activités, hein, donc voilà. Mais c'est bien qu'il propose plusieurs choix. Hein. Tout à Mais fait. oui, mais oui. On va rester dans le même milieu, c'est toujours Franklin qui nous fait passer l'info. Là, c'est la société Qualcomm. Alors Qualcomm, c'est un très très gros du microprocesseur. Énormément de smartphones Android fonctionnent avec du Qualcomm. Ils vendent des puces pour plein de domaines. On en trouve dans des routeurs, on en trouve dans les box Internet, probablement dans votre box Internet qui a branché à votre fibre, c'est du Qualcomm avec plusieurs puces Qualcomm dedans. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un vrai spécialiste de la puce. Et ils annoncent qu'ils travaillent sur une puce pour lunettes connectées, un peu comme celle dont on vient de parler, mais avec les modèles d'intelligence artificielle qui tourneraient en local. C'est-à-dire pas besoin d'être connecté. Et nos informations ne partiraient pas chez Mark Zuckerberg ou chez Google ou chez on ne sait pas trop qui. Là, ça tourne sur les lunettes dans la puce embarquée. Alors, c'est très bien. Par contre, ça ne sera pas aussi performant que les gros modèles sur lesquels fonctionne la reconnaissance d'image sur les gros serveurs, les data centers et compagnie, puisque là, c'est des micro-modèles qu'on mettra là-dessus. Néanmoins, c'est de la confidentialité et par rapport à ces données perso. Je pense que ça peut valoir le coup d'être testé quand les fabricants de lunettes connectées vont intégrer cette puce, parce que Qualcomm ne fabrique pas de produits, eux ils fabriquent des puces, après les fabricants achètent et intègrent, et développent le logiciel qui va autour. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous, parce que nous on est quand même clients, je veux dire, de ces lunettes qui nous permettent d'avoir de la description à la demande, avec les smartphones dans la poche. Là, tout fonctionne sur les lunettes. L'autonomie, je pense qu'elle va morfler. Enfin, il faudra de grosses batteries pour... Oui. Voilà. Mais néanmoins, soit tu as beaucoup d'autonomie, beaucoup de performance, mais tu donnes tes données privées à tu sais pas qui. Soit c'est un petit peu moins performant, tu as un peu moins d'autonomie, mais tout reste à la maison, quoi. Ça, C'est ça. faudra voir à l'usage, et chacun verra midi à sa porte et fera ses choix. Mais il faut le savoir en connaissance de cause. Et ce qu'il y a de bien là, c'est qu'on aura du choix. Et moi, c'est pour ça que pour l'instant, je me suis toujours pas orienté vers des lunettes connectées comme ça, avec de l'IA, parce que j'ai pas envie que ma vie aille, en plus déjà de ce qu'on leur donne, que je leur donne encore plus, sans trop savoir ce qu'ils vont en faire, quoi. Donc, ouais, quand ça va sortir, ça pourra peut-être m'intéresser. Parce que d'autant quand même que avec les lunettes, lorsqu'on est par exemple en mobilité, il y a quand même des choses confidentielles qui circulent, hein. On va chez des gens, il y a le code des Alors, portes, enfin, il peut y avoir plein de trucs quand même. oui, Hein, mais oui, déjà il y a ça, mais bon, après, les lunettes ne filment que quand tu le demandes. Non, d'accord, mais si on a besoin, si on filme parce qu'on a besoin, par exemple, Ah de bah se faire oui. aider sur un interphone ou sur un, enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont Oui. dont on n'a pas forcément envie qu'elles circulent. Après, il Ouais. faudra quand même savoir si, une fois que les puces seront programmées, est-ce qu'on pourra les mettre à jour? Il faut espérer que oui. Oui. Voilà, Oui. évidemment, on Oui, imagine le que logiciel oui. embarqué dans les lunettes. Oui, bien Voilà, sûr. c'est ça. Bien Donc sûr. on la connecte, on la met à jour quand le modèle évolue. Et puis moi, en tout cas, si c'était pour moi, enfin si c'est pour moi, je pense que j'attendrais effectivement d'avoir des modèles avec l'intelligence en local, même Ouais. si elle est un peu moins performante, mais pour avoir un peu de confidentialité, quoi. Oui, parce que, bon... Toi, Fabrice, t'es intéressé par ce genre de produit? Non, pas spécialement. Non. Non.
Non, Bon, non. ben voilà. Au moins, il n'y a pas de questions à se poser. Non, j'en veux pas. Non, ça me. Bon, Moi, c'est plus pour la mobilité, quoi. Se faire Oui, dire non, mais c'est sûr. c'est sûr. d'immeubles, quoi, des choses comme ça. ouais. Après, bon, pour le reste. Pascal, là, un gros morceau, mais bon, on va en parler vite fait. Oui, L'accessibilité web. l'accessibilité des sites, alors on en parle beaucoup, puisque là on arrive fin juin et que l'UE Accessibilité Act, donc cette loi qui a été votée par l'Union européenne en 2019 est maintenant transposée en droit français à partir de fin juin. Donc ça veut dire que tous les services doivent être accessibles, les banques, enfin voilà, c'est magnifique, hein. Ouais. Bon, ne nous excitons pas Fait trop. rêver. Oui, voilà, on a le droit de rêver, les promesses n'engageant que ceux qui les croient, on peut y aller. Mais Comme bon, en disait tout le cas, marchand de pastis. là, on va on fait référence à un article qui a été publié sur le site de la FEVAD. La FEVAD étant la fédération de je sais plus quoi, des établissements de vente à distance, voilà. Donc cet article explique qu'effectivement maintenant les sites de e-commerce sont visés par cet acte européen, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On nous parlait beaucoup des sites publics et beaucoup moins des sites de commerce. Donc là, les sites de commerce. Alors il faut, pour qu'ils soient visés par l'acte, il faut qu'ils aient au moins 10 salariés et que leur chiffre d'affaires ou le résultat de leur bilan soit supérieur à 2 millions d'euros par an. Alors 2 millions d'euros par an, à mon avis, ça fait quand même du monde. En Après, chiffre les 10 d'affaires, ça va salariés, vite, hein. Ça va vite, oui. Oui, bien sûr. Déjà, s'il y a 10 salariés, c'est Oui, c'est quand même. 10 salariés, t'en as pour quasiment 100 000 par mois, hein. Bah oui. Oui. Entre le salaire, les charges, Les charges sociales et tout le reste. voilà, t'en as quasiment pour 100 000 par mois, ça fait 1,2 million par an, hein. Voilà, donc si on veut que ça tourne, voilà. Donc, tu vois, Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'effectivement, il nous rappelle que c'est vécu comme une contrainte, évidemment, puisque c'est présenté comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est vécu comme ça. oui. Si c'était présenté autrement, ça serait peut-être vécu autrement. Et en fait, la FEVAD insiste sur le fait que, oui, c'est une contrainte forcément, mais que c'est une opportunité. Parce que l'accessibilité, eh bien, ça veut dire que ça va ramener des clients potentiels, hein. C'est-à-dire que, en tout cas, j'imagine que parmi nos auditeurs et nous autour du micro, en tout cas moi personnellement, clairement, il y a des sites sur lesquels je ne vais pas par rapport à d'autres, même s'ils sont intéressants, parce que leur accessibilité est nulle, quoi. Oui, Moi, oui. Mano pendant des Mano, années, Mano Mano, pour pas les citer. voilà, pour moi, par exemple, dans les sites d'hypermarchés en ligne là, qui font des livraisons, moi, il y a des moments où j'ai privilégié l'un par rapport à l'autre, Mm. pas forcément parce que c'était moins cher ou quoi que ce soit, mais parce que l'accessibilité était meilleure Ouais. et qu'au lieu de passer 3 heures à faire mes courses, en une demi-heure, c'était plié. Ouais. Donc, ça veut quand même dire que, d'ailleurs, à ce propos, on nous indique que il y a des sites qui se sont mis aux normes d'accessibilité et qui ont rapporté que ça leur avait généré, alors il y en a qui ont parlé de 12%, c'est énorme, ça m'a paru beaucoup, hein, Oui. de trafic supplémentaire et de clients supplémentaires. Mm. Alors, l'accessibilité, c'est vrai que ça profite à tout le monde, c'est-à-dire qu'un site qui a été repensé plus clair, il est clair pour tout le monde. Il n'y a pas que nous qui râlons après les sites. Moi, combien de fois j'ai entendu des personnes qui voyaient très bien me dire mais ce site c'est fouillis, on s'y retrouve pas, c'est nul, Oui. c'est mal foutu. Voilà. Donc c'est vrai que ça profite à tout le monde. Ensuite, Ben, qu'est-ce il y a qu'on un dit autre. Moi, il y a un truc que je pense que Fabrice sera d'accord avec moi. Quand tu codes accessible, tu codes plus propre. Ah ben, tout à fait, ouais. Et tu as un code plus performant qui s'exécute plus vite sur le navigateur, côté serveur aussi. Enfin, c'est surtout côté navigateur que ça se joue. Et donc, un site qui se charge plus vite aussi est mieux noté par Google. Donc, il monte dans les référencements Google, il sort plus tôt dans les résultats de recherche. Et ça, d'ailleurs, c'est bien parce que Google a intégré l'accessibilité dans ses outils qui s'appellent PageSpeed, notamment. Qui donne une indication, parce que c'est vrai qu'on peut quand même se mettre du côté des gens qui développent, c'est-à-dire que c'est pas forcément simple de savoir qu'est-ce que c'est l'accessibilité, comment ce bouton va être vu par un lecteur d'écran. C'est compliqué aussi à s'imaginer si on se met dans la peau des gens qui toujours font. le même problème. Surtout quand ils n'ont pas été formés à ça. Mais oui, non, mais c'est Parce qu'il n'y a aucune école d'ingénieur ou développement web qui intègre ça dans son cursus. Enfin, je dis aucune, j'exagère, il y en a peut-être, mais c'est tellement anecdotique, c'est tellement anecdotique. Ça reste à la marge, ça reste à la marge. Alors que ça devient une obligation. Donc c'est voilà. Alors on nous dit également qu'évidemment ça améliore l'image de marque, mais ça rejoint ce que tu disais Fabrice au niveau aussi de remonter dans les fils Google. Alors évidemment ça a un coût.
Mais il y a la mise à jour du site, il y a la formation des équipes, et puis toujours cette formation dont on vient de parler en amont. Oui, mais il y a aussi un truc, c'est qu'un site moins codé demande moins de maintenance. Et donc, si tu codes accessible, tu codes mieux, tu codes plus propre. Oui. Et donc, Oui. ça demande moins à remettre les mains Il y aura dedans pour moins de corriger les bugs. maintenance, oui. Oui, mais ça veut dire aussi que, parce que souvent ce qui se passe, c'est que le site, un jour, il est accessible parce qu'il vient d'être fait, et puis ceux qui font la maintenance, on leur dit pas qu'il faut labelliser les images, qu'il faut, enfin voilà, c'est vrai que ça demande un suivi et une rigueur, il faut que ça devienne, un automatisme. Ouais. Voilà. Et c'est peut-être ce qui va ramener, en tout cas dans un premier temps, les entreprises à choisir des développeurs qui sont plus par chez nous, plus que par là-bas très loin. C'est-à-dire que les Indiens, concrètement, ce que tu mets dans le HALT, ils n'en ont rien à branler. Ils font du code. Ah oui, la description d'image, tu veux dire, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, entre autres, hein, mais de manière Oui. générale, tout ce qui touche au fait de légender des éléments, Mhm. il faut que ce soit des gens quand même qui aient déjà une réflexion, qui aient vu peut-être des gens aussi naviguer sur des sites. Qu'ils soient Alors, formés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aveugles en Inde, hein, mais par expérience, dès que vous avez des Indiens qui s'intéressent à un programme, très souvent, c'est de très très mauvaise qualité. Ouais. Alors, ils sont très mal payés, hein, donc je jette pas la pierre dessus. Mais bon, c'est toujours pareil. On laisse les gens développer des trucs. Ben ça, toi, tu le vois dans ton boulot, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et forcément, quand tu payes un Indien Toi, tu as qui des va te coûter clients un qui euro font de l'heure, travailler des gars en Inde et tu vois la qualité du boulot, c'est voilà quoi. Voilà. Mais encore une fois, si ça fait pas partie du cahier des charges, si on leur explique, enfin, si on leur demande pas, Oh, mais il y a vrai des boîtes, dans certains pays, tu leur donnes un cahier des charges, ils te signent tout, hein. Non, mais Oui, moi, je voulais peut-être déjà raconter ici, mais moi, je sais que j'avais eu une expérience avec Île-de-France Mobilité. D'ailleurs, ça recommence. Alors, je sais pas, j'ai pour le relancer l'application depuis un petit moment, mais dernièrement, il y avait encore ce problème-là. C'est-à-dire que Île-de-France Mobilité, l'application n'était pas accessible. Donc, j'avais piqué un coup de gueule, on va dire. J'avais écrit, etc. Et il se trouve que ça tombait bien parce que dans la semaine suivante, il y avait une réunion avec Oui, je me différentes souviens, ouais. vous l'avez raconté ça. Ouais. Et que donc j'ai été allée, bon, j'étais pas toute seule, hein, on était plusieurs à râler contre ça. Et il y avait le développeur. Le développeur savait même pas ce que c'était que VoiceOver. Et moi, ce qui m'avait exaspéré et qui m'avait presque mis le plus en colère, c'est pas simplement que la société qui était là, parce qu'en fait c'était un prestataire, hein, Oui. qui ne connaissait pas. En fait, ils avaient changé de prestataire, donc celui de l'année d'avant, il avait développé propre, et puis le nouveau, comme d'habitude, on arrive, on va tout casser, on va faire mieux que le précédent, et puis par contre, c'était absolument inutilisable, et ils savaient pas ce que c'était que VoiceOver. Et le représentant de Île-de-France Mobilité avait pris son air un peu méprisant en disant vous n'avez pas codé accessible, et moi ça m'avait exaspéré, je lui avais dit mais si vous l'aviez mis dans le cahier des charges, ils auraient codé accessible. Bah Alors oui. ça avait jeté un froid, Bah oui, mais oui, mais voilà, bien sûr. je m'étais bon voilà, mais c'est insupportable ça. Enfin voilà, c'est un peu trop facile. Alors, effectivement, le gars il connaissait rien, et quand on lui a montré Si ce dans que le c'était, cahier des charges il y avait eu accessibilité, peut-être que sa boîte ben, aurait pas postulé à l'appel d'offres. voilà, ou alors ils auraient cherché un sous-sous-traitant Ouais. enfin, bon, ils se seraient débrouillés, mais et ça effectivement, je m'étais pas fait un ami du côté d'Île-de-France Mobilité, hein, mais c'est quand même la réalité, c'est-à-dire que Oui, mais le problème vient de lui. Eh bien, Le absolument, problème, c'est lui le problème. C'est lui le qui problème. dépense l'argent public. C'est lui C'est qui ça. dépense l'argent public pour développer cette application. Et nous, utilisateurs qui faisons partie du public, on se retrouve avec une application qui ne fonctionne pas. C'est ça. Voilà. Le mec est en branque. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, Voilà. j'avais le droit Et il y d'être en a beaucoup. désagréable. Voilà. Oui. Et même le devoir. Absolument. Je suis une femme de devoir. Pas de souci. Moi, je vais Voilà. revenir sur une autre info que Franklin nous a fait passer. C'est moins joyeux. Un certain nombre de MDPH ont été piratés. Est-ce que vous étiez au courant? Moi, pas du j'ai tout. appris l'info par Franklin. Franklin nous a fait passer de la bonne info cette semaine. Donc, il y a Mais des je pense retards. qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Oui, au niveau piratage, oui. Oui. Et donc, il y a des MDPH qui ont été piratés. Pas toutes, hein, mais un certain nombre. Ce qui engage des retards dans le traitement des dossiers, voire même dans les paiements. Et alors, il y a des sites frauduleux qui se font passer pour des MDPH et qui essaient de prendre les données bancaires des gens, hein, quand même.
ça allait vite. C'était en avril-mai cette histoire. Hein. Les pirates, je pense que les mecs qui piratent et après, ils ont directement le package complet, tu sais. On a le package piratage et on a le package où on a déjà les sites frauduleux prêts à exploiter la détresse des gens, tu vois. Donc méfiez-vous, il y a des sites qui se font passer pour des MDPH ou autres, donc faites très attention si vous avez des problèmes. Moi je sais que pour la CTP, au mois de mai, ici dans le Gard, la CTP elle est versée autour du 20 de chaque mois, et là je l'ai touché le 6 juin au lieu du 20 mai. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai appelé 2 fois. On m'a dit, mais on a fait le virement, c'est l'organisme machin maintenant qui gère, l'organisme payeur. Il y a des couches, des strates administratives dans ces trucs-là. La gabegie qu'il y a là. Enfin bon, c'est pas grave, c'est Nicolas qui paye, c'est pas cher. Et donc, je me demande si la MDPH du Gard n'est pas dans le lot. Parce que je vais voir ce mois-ci, je verrai donc demain, vendredi, le 20 et suivant, s'ils ont changé leur modalité et qu'ils ont modifié leur date de paiement, là. Mais moi, j'ai rien vu en ce sens, j'ai reçu aucun courrier ni rien. Ou alors, si c'est une coïncidence ou s'ils ont été victimes de ce piratage. Donc, méfiez-vous. Allez jeter un œil à l'article. Bon, il n'en dit pas forcément plus. Mais voilà, des MDPH ont été piratés et des sites frauduleux existent pour vous piquer votre pognon. Donc, méfiez-vous. Mais c'est vraiment terrible, hein, parce que là, moi, encore aujourd'hui, je reçois dans mon mail pro, enfin sur mon adresse mail pro, un mail de mon prestataire chez qui j'ai mon hébergement qui me dit votre nom de domaine a été suspendu. Avec effectivement, en nom d'expéditeur, le nom de mon hébergeur. Quand je rentre, c'était online.net. Online, d'accord. Oui. Je rentre là-dedans et puis malgré les factures que nous avons adressées, vous n'avez pas payé, votre nom de domaine a été suspendu. Pour payer votre facture, allez là-dessus et le lien, mais sincèrement, hein, c'était vraiment HTTPS, le nom de ma console habituelle. Si je n'avais pas fait attention, je vais pas payer sans vérifier que je dois pas payer. Mais sincèrement, c'était vraiment ça. Et par contre, quand tu vas regarder dans les détails du message, c'était une adresse, l'expéditeur, le vrai, enfin l'adresse elle-même et pas ce qui apparaît. C'était l'adresse de quelqu'un, Audrey quelque chose, arrobase machin, enfin un truc qui n'a rien à voir avec online.net. Moi, je sais que quand c'est comme ça, je passe pas par le lien qu'il y a dans le mail. Ah non, mais moi non plus. Voilà. J'aurais pas fait, mais parce que de toute façon, je serais allé me connecter à ma console pour vérifier que j'avais vraiment une facture en attente, surtout que j'en ai pas reçu. Mais n'empêche que quelqu'un qui s'affole un peu parce qu'il se dit oh là là, mon nom de domaine, mon site est fermé, j'en ai absolument besoin. Mais là, il y a, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un nouveau système de péage qui existe avec Portique maintenant. Oui. C'est-à-dire que avant, les barrières de péage, on faisait avec des tickets. Tu prenais un ticket à l'entrée d'une zone, tu sortais de la zone, tu avais la barrière de péage, tu mettais ton ticket ou tu donnais à un opérateur, on te disait vous me devez tant. Tu payais en espèces ou en carte bancaire, machin. Après, ils ont fait les télépéages avec la balise RFID. Bon, très bien. Bon, ben là, surtout dans l'ouest de la France, ils commencent, c'est-à-dire que tu as des portiques. Il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de station de péage, plus rien. Tu passes sous un portique, il y a des caméras qui filment ta plaque. Et c'est à toi, je crois que tu as 72 heures pour aller sur le site pour payer. Si tu le fais pas... C'est une aberration. C'est ultra vicieux parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. Oui. Et les mecs, ils prennent, en plus de ce qu'ils doivent de péage, ils prennent 135 balles d'amende. Ah, puis celui qui n'a pas de smartphone ou qui ne sait pas le faire. Ben, c'est ça. Ben, je crois que tu peux aller au bureau de tabac pour le faire. C'est une merde, quoi. Oui, on est d'accord. Et en fait, il y a des fraudeurs qui se font passer pour les compagnies d'autoroute et leurs applications et leurs services type Ulysse pour Vinci. Qui dit voilà, vous devez payer cliquez ici. Et avec tous ces systèmes-là, dès qu'il y a un nouveau truc qui arrive, tu as tout de suite de la fraude qui arrive. C'est hallucinant. Moi, en faisant la veille technologique que je fais, alors la veille technologique, elle comprend bien sûr l'accessibilité, mais toutes les nouvelles technologies aussi, grand public.
Mais le nombre, mais c'est plusieurs par jour. Une nouvelle fraude à ci, une nouvelle fraude à ça. Mais c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant le nombre d'arnaques qui sortent tous les jours sur les réseaux. Faut vraiment faire gaffe, quoi. Et il y a des gens qui disaient ce n'est pas combien vous vous ferez piquer par les fraudeurs, mais juste quand. Oui. Ouais, en gros, c'est garanti qu'on y passera tous, statistiquement. Hein. Donc, Moi, j'ai quand même une copine qui a eu un problème d'une opération bancaire qui était à confirmer sur son application téléphonique, enfin, une application sur son smartphone. Elle n'a pas confirmé l'opération et l'argent a été débité. Hein. Ah oui. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle le 3D Secure, donc qui demande une authentification, c'est le commerçant qui la demande à la banque. Mais ça n'est pas une obligation. Et c'est pour ça que vous avez des sites où des fois, en fait, le 3D Secure n'est pas demandé. Parce qu'en fait, le commerçant, dans son formulaire de paiement, n'a pas mis la variable à 1, et du coup, la transaction est autorisée. Donc en réalité, le 3D Secure ne vaut que pour entre guillemets, les sites honnêtes. Oui, les sites honnêtes. Voilà. Oui, mais là, il y avait une demande par 3D Secure. En fait, voilà. Mais comme elle était au resto, elle n'a pas entendu la notif, donc elle n'a pas répondu. Mais le paiement a été accepté quand même. Elle est acceptée. Ouais. Ben, Là, c'est probablement est-ce qu'elle est sur Android? le site e-commerce qui a été hacké. Non, c'est un iPhone. Ah, bon. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'attaques sur Android, sur les applications bancaires. Mais bon. Mais c'est terrible parce que en fait, ça devient. Sincèrement, quand j'ai vu le mail tout à l'heure de ce fameux mail de mon hébergeur là, c'est vrai que j'ai regardé justement par curiosité, j'ai regardé le lien, mais vraiment quoi, ça commençait vraiment console.online.net, etc. Ouais, enfin, le truc, hein, là où je me connecte quoi. Ben oui, mais non. En fait, C'est vrai que si c'est quelqu'un, moi je pense à quelqu'un qui a un petit site marchand. Qui s'affole parce que il se dit oh là là ça y est je vais pas pouvoir vendre voilà bon moi mon site c'est juste pour dire ce que je fais donc ça m'est égal mais enfin j'aurais pas non quand je dis ça m'est égal je veux dire Ben j'aurais non. pas payé sans vérifier quoi voilà mais quelqu'un qui s'affole un petit peu et qui se dit oh là là c'est mon comptable qui a pas payé je vais être embêté etc bah, il clique et puis il se retrouve Ben, il met sa carte bancaire et puis après, voilà. le mec, la carte bancaire, c'est parti. Et ben hein. voilà. Enfin. Bon, ben écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Fabrice, foire aux questions. Mais écoute, pas de questions cette semaine. Donc, si vous avez des questions à nous poser, à poser à l'équipe, à poser aux auditeurs, eh bien, vous vous mettez dans un endroit feutré, 1 minute 30, et puis vous nous envoyez ça violemment sur faq@oxitude.org. Voilà, et on essaiera de l'attraper, même Voilà. si c'est violent. Ah oui mais on est très 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 fort Oui. Oui, surtout des hanches. c'est pas faux hein. Enfin. Bon, ben écoutez, quoi de beau prévu ce week-end? Quoi de beau prévu ce week-end? Fête de la musique samedi et Ah oui, c'est resto vrai. avec des copains dimanche. Bon, c'est bien. Et toi, Fabrice? Samedi en famille et dimanche, je ne sais pas encore. Bon, ben écoute. Donc voilà, ça va s'organiser en fonction sûrement de la chaleur et de plein de petits paramètres comme ça, mais on va bien faire péter un barbecue, un truc comme ça. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est le moment, hein. le moment, là. Hein. Ah ouais, C'est le moment. J'ai envie d'une côte de bœuf depuis le début de la semaine. Là. Ah ben oui, Oui. voilà. Je pense que je vais aller attraper un bœuf. Oui, à mon avis, ça doit pouvoir se. Mais Ça moi, doit pouvoir se Ça va faire. pouvoir se faire. moi je Comme, les comme ils disent entends en par la Normandie, le fenêtre. marchand, il en vend plus qu'il en donne. Hein. Et c'est sûr. Moi, je les entends le matin. Il y a un élevage de taureaux de combat Ah. de l'autre côté de la départementale. Là. Ben, va leur piquer une côte. Et Vas-y. ouais, non. Bon, peut-être sur les Beceros, peut-être, mais pas plus gros. Hein. Non, parce que là, il y a des bestiaux, là, faut pas jouer. Hein. C'est danger de mort. Hein. Oui, avant de choper la côte, je pense que. Non. Non, mais je les entends le matin. Ils meuglent, là, à la fraîche. Le matin, quand je me lève, là, sur les coups de 6 heures. C'est agréable. Enfin. Ah oui. Voilà. Bon, bah écoutez, merci pour votre accompagnement, encore une fois. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. Mangez des légumes, pas trop quand Buvez de même. l'eau. Et de l'eau, parce qu'il fait chaud. Voilà. Allez, à bientôt. Salut. Salut! Au revoir.